Alors, pendant qu'on procède à un petit changement d'ordinateur, je voudrais dire quelques mots sur mon collègue et ami Bence Viola. Donc, Bence a fait une partie de ses études en France, d'ailleurs. Il est autrichien d'origine. Il a commencé sa jeune carrière à Vienne. Il est ensuite venu à Bordeaux. Et puis, il a ensuite poursuivi à nouveau en Autriche. Il a passé une thèse. Il est venu travailler dans notre département à Leipzig pendant plusieurs années. Il a été un petit peu l'agent de liaison entre les généticiens et puis les paléontologues. Son terrain de prédilection, si je peux dire, c'est l'Asie centrale. Il a beaucoup travaillé sur des néandertaliens d'Asie centrale, Obirakmat, Téchiktash, des gisements que vous avez sûrement entendu parler. Et voilà, aujourd'hui, il a été recruté par l'Université de Toronto au Canada, où il poursuit une brillante carrière, et je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup au Collège de France et bien sûr à M. Hublin pour m'inviter. Pardonnez-moi, mon français n'est pas parfait. Il y a longtemps que j'ai étudié ici. Je voudrais parler un peu sur les Néandertaliens, les Denisoviens dans l'Altaï, mais je vais commencer avec parlant sur toute l'Asie centrale. L'Asie centrale, c'est une région très intéressante. C'est une région très variée. Pas trop bien définie. Il y a des définitions différentes. Pour moi, la définition meilleure, c'est la définition de UNESCO qui définit l'Asie centrale plus ou moins entre les Himalayas et entre le taïga. Les environnements dans cette région sont très extrêmes. On a les déserts plus arides du monde avec le Tarim Basin en Chine. On a bien sûr des montagnes immenses avec le Pamir et le Tian Shan, où on a des montagnes de 7000 mètres, des montagnes un peu moins grandes dans l'Altaï, jusqu'à 4500, 5000 mètres. Une grande partie de l'Asie centrale, c'est vers le nord, la moitié du nord, c'est partie du steppe eurasiatique. Et vers le nord, cette région est limitée par le taïga et les marais de la Sibérie. Dans la discussion historique, la région était toujours un peu... la vue de cette région était un peu schizophrénique. On a vu cette région comme la périphérie. Par exemple, la Golodnaya steppe, la steppe de faim en Ouzbékistan, a toujours été pensée, où la Mongolie, c'était plus ou moins la fin du monde, très périphérique à l'histoire du monde. Mais en même temps, il y a des régions en Asie centrale qui sont plutôt le carrefour du monde. La région du Samarkand, de l'Ouzbékistan, de ce temps, c'est un des centres du science et de recherche islamique. Pour moi, il y a une bonne description par Petrov qui a écrit que la grande route de la soie est en aucun cas juste une route, c'est un immense espace historique et culturel fluide sur lequel, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, la transmigration entre les extrêmes de l'Asie et de l'Occident a été réalisée. Et pour moi, ça c'est la chose intéressante de l'Asie centrale. C'est la connexion entre l'Est et l'Ouest. Ça, c'était reconnu il y a longtemps. Dans les années 1920, il y avait les premières expéditions. L'expédition de l'Asie centrale, de Central Asiatic Expedition, du Roy Chapman Andrews, du Musée d'histoire naturelle américain, qui a voyagé avec 400 chameaux et 4 voitures. Les 400 chameaux ont emporté l'essence pour les voitures. En Mongolie, il a cherché les ancêtres de l'homme. Malheureusement, il n'a rien trouvé. Il a trouvé seulement ça. Il a trouvé les dinosaures. Et même maintenant,
C'est un nid des dinosaures, c'est les premiers nids de dinosaures trouvés en Mongolie. Et même aujourd'hui, cette région est très importante pour ça. Vraiment, pour la paléoanthropologie, la découverte plus importante, c'était la découverte d'un squelette partiel dans une grotte en Ouzbékistan, à Tashiktash, par Alexandre Okladnikov, le doyen de l'archéologie soviète. Et lui, il a dominé la recherche archéologique en Asie centrale et en Asie du Nord jusqu'à les années 80. Il est mort en 84, je pense. Et même maintenant, ce sont ses étudiants qui font la plupart de recherches. Anatoly Derevienko, qui est le chef de l'Institut d'anthropologie et archéologie de l'Académie russe, à Novosibirsk, est un des étudiants de Okladnikov. Il y en a deux grandes areas avec beaucoup de sites. Un, c'est vraiment l'Asie centrale, l'Ouzbékistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, avec sites comme Obi Rahmat, Tashiktash, Khuji, Selungur, et les sites de l'Altaï que je vais parler aujourd'hui. En Altaï, il y a en particulier 3 sites, les grottes du Okladnikov, Chagirskaya et Denisova. On peut commencer avec la grotte de Denisova, que Jean-Jacques Hublin a déjà parlé un peu. La grotte se trouve dans la vallée de la petite rivière de Anouilh, juste comme la grotte de Okladnikov, qui est une centaine de kilomètres vers le nord, à long de cette rivière. Le site est fouillé depuis 1983. Comme vous pouvez voir, il y avait des fouilles à l'entrée du site, dans la salle centrale et dans les deux galeries. Et les derniers 10 ans, c'était vraiment la galerie de l'Est qui est vers le haut de cette carte où on a travaillé le plus. C'est vraiment une galerie très petite. C'est peut-être 10 mètres sur 2 mètres. Mais très riche en archéologie. Vers le haut, on a des niveaux holocènes avec une occupation de l'âge du fer, malheureusement aussi avec des sépultures humaines, et il y a quelquefois les problèmes qu'on n'est pas sûr si les restes humains viennent de l'âge du fer ou du paléolithique. On a aussi le problème que la stratigraphie est assez complexe. Jean-Jacques a déjà dit ça, que Denisova, c'est un grand problème. On ne sait pas vraiment quel est l'âge des dépôts. La base de la séquence, il y a une datation RTL, radiothermoluminescence. C'est une méthode qui n'est pas acceptée à 280 000 ans, mais la faune, la microfaune, l'étude des petits rongeurs, les choses comme ça, montre que c'est beaucoup plus probable que l'âge de la base du séquence, c'est vers 140-120 000 ans. C'est beaucoup plus probable. Et on a aussi le problème des mélanges, en particulier la couche 11, où on a des industries, où on a probablement une mixture des industries lithiques du paléolithique supérieur et moyenne. Si on regarde par exemple une coupe dans la galerie de l'Est, où la plupart des restes humains ont été trouvés, on a vraiment le problème que tout le milieu de la galerie est détruit par des hyènes. C'est bioturbé, les hyènes de caverne. Ils ont fouillé là-dedans, ils ont grignoté les os et des choses comme ça. Et on a le problème que la plupart des restes humains, comme la petite phalange, mais aussi un autre petit dent, un incisive décidual et l'orteil néandertalien viennent de cette région qui est mélangée. À cause de ça, la datation, c'est très problématique, comme vous avez vu. Cette petite pièce est vraiment, à mon avis, un des fossiles les moins spectaculaires. Et si on regarde combien on a écrit sur un fossile par gramme du fossile, c'est probablement le fossile le mieux publié. Je pense qu'il y a plus ou moins 400 pages des études sur un truc qui est 1 gramme.
La morphologie de cette phalange est bien sûr pas du tout diagnostique. On peut voir que c'est en 2 pièces, le bleu et le vert, parce que la diaphyse et l'épiphyse ne sont pas fusées. C'est un enfant peut-être de 5 ans, 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Et on sait que c'est une fille à cause de l'ADN. Si on fait un arbre avec l'ADN mitochondrial, et Jean-Jacques a déjà parlé un peu sur ça, les Denisoviens sont vraiment une groupe qui est en dehors qui s'est séparé des Néandertaliens et des hommes modernes, plus ou moins à il y a 1 million d'années. Mais avec l'ADN nucléaire, on a un vue complètement différent. Avec l'ADN nucléaire, on peut voir que les Denisoviens sont un groupe frère des Néandertaliens. Je voudrais vous montrer un peu plus en détail comment on analyse les choses comme ça, parce que à mon avis, c'est une méthode qui est très élégante et très simple. Si on prend 5 génomes humains, un Français, un Chinois, 2 Africains, un Yoruba et un San et un Mélanésien, et on les compare avec les hommes archaïques, on peut vraiment quantifier le flux de gènes d'un groupe à l'autre. C'est une méthode qui s'appelle ABABABA ou la statistique D. Dans le génome humain, on cherche des positions où, par exemple, deux humains qu'on prend, le français et le yoruba, ont une différence, des allèles différents. Le français a un T et le yoruba a un G. On prend un homme archaïque, ça peut être un néandertalien ou un dénisovien ou même quelque chose d'autre. Et on regarde s'il y a à cette position, dans cet homme, il y a un T ou un G. Si la distance génétique entre les trois est plus ou moins équivalente, disons que le français est aussi loin de l'homme archaïque que le yoruba, on devrait avoir, en 50% des cas, on devrait avoir le même allèle que le français, et en 50% des cas, on devrait avoir le même allèle que le yoruba. Si on fait ça avec des néandertaliens, on peut voir que ce n'est pas le cas. Si on compare un français et un san ou un yoruba, on voit qu'il y a 4,2% plus de correspondance avec le néandertalien dans le français que dans les Africains. Et c'est la même chose pour les ânes et pour les papouas. Et ça, c'est vraiment que montre qu'il y avait un flux de gènes dans toutes les populations en dehors d'Afrique. Il y a 0% de l'ADN néandertalien en Afrique et entre 1 et 3% en Europe, Asie et dans les Mélanésiens. Parce qu'on a plus ou moins le même magnitude de flux de gènes dans toutes les populations, on pense que cette mélange entre les Néandertaliens et les hommes modernes s'est probablement passé avant la diversification de ces trois populations, probablement dans le Proche-Orient, mais on n'est pas sûr. On peut faire la même chose avec les Denisoviens, et ici on voit que la vraie différence c'est entre les Papouas et toutes les autres populations. Et les Papouas, ils ont entre 4 et 5% plus des allèles Denisoviens que les autres. Et ça montre qu'il y avait un peu de flux génétique dans les Papouas. Il y a aussi un peu dans les Asiatiques, mais ce n'est pas trop. La découverte du phalange à Denisova était très intéressante pour nous, mais pour moi, comme anthropologue, la découverte plus intéressante, c'était bien sûr ce dent et l'autre dent. Le caractère probablement le plus surprenant de ce dent, c'était la taille, mais aussi la robusticité des racines. Les racines que vous voyez ici sont très massifs et ils sont bien séparés. C'est très différent qu'est-ce qu'on voit dans les Néandertaliens. Et ça semblait beaucoup au matériel de Sujiayao que vous avez vu dans la dernière présentation il y a quelques minutes.
On a aussi trouvé un deuxième dent, Denisova 8, qui est un peu plus grand et même un peu plus bizarre. C'est vraiment il y a beaucoup de traits des racines, mais aussi de couronnes. C'est vraiment la position des petits cuspides et tout ça. Mais c'est trop de détails pour vous. La chose intéressante, et vous avez déjà vu ça aussi, les dents de Denisova sont très grands pour Homo. La première fois que j'ai vu le dent de Denisova, je pensais que c'est vraiment la taille d'un Australopithèque et c'était apparent quand je pris le spécimen dans mes mains la première fois. Je l'ai montré à Fred Spoor, un spécialiste de l'Homo ancien, de Homo habilis et rudolfensis, qui travaillait avec nous au Max Planck, et il a dit, ah oui, tu as trouvé ça en Afrique de l'Est, hein, ça a 2 millions d'ans. Je dis, non, ça vient de la Sibérie et ça a moins de 100 000 ans. C'est une morphologie très primitive. Mais il y a des détails qui sont un peu plus semblables aux Néandertaliens. Par exemple, l'épaisseur de l'émail est quelque chose qui a été montré dans les Néandertaliens d'être très mince. Ils ont un émail très mince. Et c'est aussi le cas en Denisova. C'est vraiment, dans ce plot, on voit simplement que Denisova, c'est très séparé parce que c'est beaucoup plus grand que tous les autres dents. Mais si on étudie l'épaisseur de l'émail relatif, c'est vraiment avec les Néandertaliens en rouge et pas avec les hommes modernes en bleu. Il y a il y a quelques hommes modernes qui ont de l'émail mince, mais la plupart des hommes modernes ont de l'émail beaucoup plus important. Avec ces dents, on peut aussi faire un peu plus. On peut étudier vraiment la diversité génétique chez les Denisoviens. Et comme Jean-Jacques a dit, la chose intéressante, c'est ça que la diversité au moins mitochondriale chez les Denisoviens, c'est beaucoup plus grand que la diversité mitochondriale qu'on voit dans tous les Néandertaliens, vraiment de l'Altaï jusqu'à l'Espagne. Et il y a aussi une importante différence de l'âge dans les Néandertaliens. Il y a probablement 50 000 ans entre Sidron et Denisova 5. C'est l'orteil néandertalien de Denisova. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas complètement. Et j'espère que des études de l'ADN nucléaire vont expliquer un peu plus. Maintenant, sur les Néandertaliens, le deuxième groupe qu'on connaît de l'Altaï, c'est plus ou moins la première groupe parce qu'on savait qu'il y avait des Néandertaliens là avant qu'on savait qu'il y avait des Denisoviens. Sont les Néandertaliens. Les sites plus importants pour ça sont la grotte du Okladnikov à gauche et le site du Tchagirskaya à droite. Malheureusement, la grotte Okladnikov a été fouillée dans les années 80 et elle n'était pas fouillée très bien. Il y a aussi le problème que l'épaisseur des sédiments dans cette grotte était très peu. Je pense qu'il y avait moins d'un demi-mètre de sédiments. Il y avait beaucoup de mélanges avec des activités d'âge du fer et du néolithique. Mais on a quelques restes humains. On a 5 dents et 4 fragments postcrâniens qu'on va parler un peu après. Le site du Tchagirskaya est plus intéressant parce qu'elle est fouillée maintenant. Cette site est fouillé maintenant. Et aussi, la chose importante de ce site, c'est qu'il y a une occupation humaine très intense. Je vais parler un peu plus sur ça après, mais les autres sites, Okladnikov et Denisova, ont des occupations très faibles. De la grotte de Denisova, c'est probablement 200 mètres cubes qu'on a fouillé, il y a moins de 2000 artefacts lithiques. À Tchagirskaya, sur une vingtaine ou peut-être une trentaine de mètres cubes fouillés, il y a plus de 100 000 artefacts lithiques. C'est vraiment beaucoup, c'était habité beaucoup plus avec une haute intensité.
Il y a aussi beaucoup plus de l'os avec des traces de découpure et de l'activité humaine. À Denisova, vraiment, si on regarde les os d'animaux, la plupart a été importé par les hyènes. C'est la même chose à Okladnikov. Mais à Tchagirskaya, ça semblait être au plupart l'activité humaine. On a aussi de la chance parce qu'il n'y a pas d'occupation holocène. La plupart de la séquence, c'est du stade isotopique 3 et peut-être 4 vers le bas. Et on a aussi plusieurs restes humains. J'ai montré 5 ici. Dans les dernières 2 années, il y a plus d'une vingtaine de fragments humains qui ont été trouvés, mais je n'ai pas eu la possibilité de les étudier jusqu'à maintenant. L'industrie lithique qu'on a dans les grottes de Tchagirskaya et Okladnikov est plus ou moins uniforme et notre collègue russe l'appelle l'industrie sibériachica, après le petit village juste à côté de la grotte de Okladnikov. Et c'est moustérien. Un des caractères importants, c'est qu'il y a très peu de débitage levallois. Mais il y a une très grande importance des racloirs. Une des questions sur Okladnikov et Tchagirskaya, c'est bien sûr s'ils sont vraiment des Néandertaliens. L'Altaï, c'est plus de 2000 km à l'est du dernier site néandertalien de Teshiktash. Et à cause de ça, ce n'était pas toujours clair. Il y a quelques caractères morphologiques. Par exemple, dans le premier molaire inférieur de Okladnikov, il y a une crête mid-trigonide. C'est un petit crête qui connecte les deux cuspides mésiales. Et dans les Néandertaliens, cette crête est très fréquente. C'est présent en 95% des Néandertaliens, mais c'est très rare dans les hommes modernes. Normalement, dans les Néandertaliens, cette crête est continue. Ici, elle est interrompue. Mais même, c'est plus semblable aux Néandertaliens qu'aux hommes modernes. La chose intéressante, c'est ça, si on enlève l'émail dentaire, si on fait une tomographie de ces dents, on peut enlever l'émail dentaire et regarder la jonction émail-dentine. C'est vraiment la surface du dentine sous l'émail. Et là, il y a une crête mid-trigonide qui est continue, comme normalement dans les Néandertaliens. 2 autres dents, qui sont des troisièmes molaires inférieurs, ont la même chose. La crête mid-trigonide est interrompue sur la surface d'émail, mais elle est continue sur la jonction émail-dentine. Aussi, les 2 dents, 4 et 5, sont probablement le même individu. C'est un M3 gauche et droite. Et ils ont des hypoplasies dentaires, hypoplasie de l'émail à la même hauteur. L'épaisseur de l'émail est aussi faible que normalement dans les Néandertaliens, qui vraiment supportent cette attribution aux Néandertaliens. C'est beaucoup plus facile à Tchagirskaya parce qu'ici, on a des restes plus diagnostiques. Ce fragment ici, Tchagirskaya 6, est une pièce de mandibule, du mandibule droite, avec le canine, les 2 prémolaires, et le M1 et le M2. Il y a par exemple cette ligne, je pense que je peux vous montrer, oui, cette ligne ici, cette ligne continue, et s'appelle la ligne mylohyoïde. Et dans les Néandertaliens, normalement, ça descend ici et c'est très oblique. Chez les hommes modernes, c'est plutôt horizontal. Ça semblait beaucoup aux Néandertaliens. Aussi, il y a quelque chose, le trou mentonnier, c'est ce petit trou ici, qui se situe postérieurement sous le premier molaire. Et ça, c'est aussi une caractéristique des Néandertaliens. Dans les hommes modernes, c'est plus antérieur.
Le corps du mandibule, on peut mesurer le corps du mandibule et elle est bien robuste et semblait beaucoup aux Néandertaliens, mais aussi au reste humain de Pléistocène moyenne. Sur le canin, on peut voir ces petits trucs ici qui s'appellent les crêtes marginales mésiales et distales, qui sont faibles mais ils sont présents, et ça c'est aussi un caractère qu'on voit souvent dans les Néandertaliens et pas souvent dans les hommes modernes. On a aussi fait une étude avec mon collègue Adeline Lecabec sur les racines du canin, et ils sont relativement graciles, mais dans la variation des Néandertaliens ici. C'est une comparaison de l'area du surface du racine et d'une coupe à la ligne cervicale ici. Le P4, ce dent ici, le deuxième prémolaire, est asymétrique. C'est un caractère qu'on voit très souvent dans les Néandertaliens, mais pas souvent dans les hommes modernes. Ce sont des caractères petits, mais ils sont importants parce qu'ils différencient bien les hommes modernes et les Néandertaliens. Et dans les molaires, on voit ces crêtes mitrigonides ici. Et dans ce cas, ils sont continus. Disons que cette mandibule est vraiment diagnostiquement néandertalien. On a aussi essayé d'utiliser de l'ADN sur ces fossiles. Et on peut voir que le matériel de Chegirskaya se situe avec les Néandertaliens, mais dans les positions très différentes dans cet arbre de l'ADN mitochondrial. Et la chose intéressante est aussi que les Néandertaliens de l'Europe, Elsidron, Feldhofer, Windia, sont tous ensemble. C'est un groupe bien défini, mais les Néandertaliens de l'Altaï sont tous, et aussi le Néandertalien de Mezmaïskaya, du Caucase, sont à l'extérieur de ce groupe européen. Et ça indique probablement qu'il y a des structures géographiques dans les Néandertaliens. On peut demander quelques questions sur le comportement de ces fossiles. Une des questions intéressantes, c'est la subsistance. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Et il y a plusieurs nouveaux études sur ça. Une des études qu'on a essayées, c'est les études des isotopes stables. On a regardé les isotopes de l'azote et du carbone. Et normalement, si des animaux qui sont plus haut dans la chaîne trophique, disons les carnivores, normalement ont des isotopes d'azote des valeurs plus élevées. Par exemple, ici, on peut voir un loup et une hyène qui a des valeurs plus élevées que les bisons et les chevaux, par exemple. Et notre néandertalien, là, est même plus élevé. Et une des possibles explications pour ça, c'est qu'ils ont mangé du poisson. Et ça serait très intéressant parce qu'il y avait depuis longtemps déjà la question si les Néandertaliens aussi utilisaient des ressources aquatiques comme les hommes modernes. On a aussi essayé de faire une étude des microfossiles plantaires dans le tartre dentaire. Cette mandibule, les dents, ils ont un peu de tartre sur eux. Et dans le tartre, des petits fossiles, les restes du plante que cet individu a mangé, se peut préserver. Et dans ce cas, on a plusieurs phytolithes, des petits grains silicaux et aussi de grains d'amidon là-dedans, qui indiquent que cet individu a mangé du matériel plantaire. On a, je pense, que 5 différents phytolithes et 7 différents amidons, mais on a le problème qu'on n'a pas une bonne collection comparative pour la Sibérie. Une des choses qu'on pense qu'ils ont mangé, c'est le Siberian pea shrub. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça s'appelle ça en français.
Une des choses très intéressantes, à mon avis, ce sont les études de taille de population. Combien de Néandertaliens ou Denisoviens ont vécu dans l'Altaï? Il y avait déjà des études archéologiques ou des interprétations archéologiques sur ça. Par exemple, mon collègue Patrick Rinn a étudié le matériel et à son avis, le mode de vie dans l'Altaï a été caractérisé par une forte mobilité, courts épisodes d'occupation et les utilisations assez spécifiques de sites. Et tout ça se conforme à une occupation d'une intensité très faible. Et les occupations sont probablement, pourraient être séparées du centaines ou des milliers d'années. Et ça, c'était vraiment à base des études du reste phonique des sites. Heureusement, aujourd'hui, on peut aussi utiliser des autres méthodes. À Denisova, quand M. Hublin a déjà dit, il n'y avait pas seulement les Denisoviens, il y avait aussi quelque chose d'autre. Et c'est cet orteil du Néandertal, aussi morphologiquement pas trop intéressant, mais avec une préservation de l'ADN exceptionnelle qui nous a permis de séquencer le génome avec un couvrage du 50 fois ou quelque chose comme ça. Et avec ça, si on a un génome aux très bonne qualité, on peut regarder, par exemple, on peut chercher les régions dans le génome où on a des longs tronçons de l'homozygosité. Dans notre génome, nous avons tous les chromosomes deux fois, une fois que nous avons reçu de notre mère et l'autre de notre père. Et si nos parents sont très proches, les deux chromosomes sont plus semblables que si les parents sont moins proches. Et dans le néandertalien du Denisova, on a des très longs tronçons de l'homozygotie. Et la seule explication pour ça, c'est vraiment que ce néandertalien était très consanguine. Il y a plusieurs possibilités. Une, c'est que les parents ont été de doubles cousins. Disons que les grands-parents, les deux pères de grands-parents sont tous les deux ont été des frères ou des sœurs. L'autre possibilité, c'est les parents ont été un grand-père et sa grand-fille, que les parents ont été des demi-frères ou demi-sœurs, ou c'est un oncle et une nièce. C'est vraiment une consanguinité qu'on voit seulement dans quelques comment s'appelle ça, dans les familles royales en Europe, mais normalement c'est pas souvent. Et la chose intéressante, c'est ça, que c'est pas seulement cette consanguinité récente. C'est vraiment une population qui a été qui a eu une diversité très faible pour longtemps. On peut étudier ça en utilisant quelque chose qui s'appelle le Pairwise Sequential Markovian Coalescence, PSMC. C'est une méthode qui regarde dans le génome simplement des positions où on a des positions homozygotiques et hétérozygotes. Et on peut utiliser ça pour reconstruire la diversité génétique qui est corrélée à la taille de la population au fil du temps. Et la chose intéressante, c'est ça qu'on voit vraiment que les Néandertaliens et les Denisoviens ont plus ou moins la même taille de population que les hommes modernes jusqu'à ici, probablement juste après 500 000 ans. Et après ça, il y a goulot d'étranglement. La diversité génétique devient très réduite et c'est beaucoup moins que dans les hommes modernes.
Et ils sont extincts il y a 100 000 ans. Il y a aussi une autre méthode qui s'appelle GFOX, qui peut montrer qu'il y avait plusieurs de ces goulets d'étranglement. Ah, pardonnez-moi, je dois le tourner ici. Si vous regardez ici, c'est une méthode qui reconstruit le nombre des populations, la taille des populations. Et la population qui était l'ancêtre commun des Néandertaliens et des Denisoviens était bien grand. La taille de population effective, c'est entre 4 000 et 10 000 personnes. C'est beaucoup. Mais après la séparation, les Néandertaliens ont perdu une grande part de diversité, en particulier l'Altaï, où on a une taille de population effective de 400 à 1000 individus vers la fin. Et les Néandertaliens de l'Europe sont aussi passés par des goulets d'étranglement, mais vers la fin, et on voit ça à Vindia, il y avait une expansion de population très importante, vraiment une nouvelle radiation. Et ça devrait être corrélé avec le fin de stage isotopique 4, quand le climat est devenu mieux, probablement. Le flux de gènes, Jean-Jacques a déjà parlé un peu sur ça. Il y a beaucoup de flux de gènes dans le Pléistocène. Ces événements sont communs, mais normalement, l'amplitude de ces flux, c'est très peu. C'est peut-être moins d'1% entre les Néandertaliens et les Denisovien, 1 à 2% entre les Néandertaliens et les hommes modernes, probablement 3 à 6% entre les Denisoviens et le Mélanésien, et même moins, 0,1-0,2% entre les Denisoviens et les populations de l'Asie. Et bien sûr, il y a aussi cette-là qu'on sait très peu, un flux de gènes dans les Denisoviens d'un hominin inconnu que pourrait être probablement les Homo erectus de l'Asie. Une question qui m'intéresse beaucoup, c'est quand les Néandertaliens et les Denisoviens sont arrivés en Asie centrale. Et on a plusieurs possibilités génétiques pour étudier ça. On sait que la divergence entre les Denisoviens et le Néandertalien s'est passée entre 450 et 500 000 ans. Malheureusement, on ne peut pas facilement estimer la divergence entre les Néandertaliens européens et le Néandertalien dans l'Altaï, parce qu'on a des génomes de très bonne qualité de l'Altaï, mais on n'a pas d'ADN de bonne qualité de l'Europe. Et on travaille sur ça maintenant, et j'espère que peut-être dans 1 an ou 2 ans, on va savoir plus. Mais la chose qui est intéressante, que la divergence est probablement plus de 30 000 ans, et c'est possible que c'était jusqu'à 60 000 ans avant la mort de Denisova V. C'est l'orteil du Néandertalien. Et on peut aussi utiliser cette méthode du raccourcissement du branche pour dater plus ou moins l'âge de l'orteil Denisova V. Et on pense que c'est plus âgé que 80 000 ans et peut-être même 120 000 ans. Disons que la divergence entre les Néandertaliens de l'Altaï et de l'Europe, c'était entre 90 000 ans, entre 110 000 ans et entre 100 à 80 000 ans. C'est bien passé. Une des choses qu'on peut aussi utiliser, c'est la géographie. On sait que pendant les périodes glaciaires, le passage entre l'Europe et l'Asie était bloqué. Normalement, pour moi, la route plus logique pour l'expansion des Néandertaliens, c'est dans la steppe
eurasiatiques, nous savons qu'ils ont pu exister là. Ils ont vécu en Hongrie, en Ukraine, dans la Crimée. Et le même écosystème se passait jusqu'à la Mongolie. Ça serait facile. Mais le problème, c'est ça, que dans les périodes froides, la plupart du Sibérie de l'Ouest était couvert par des marais et de grands lacs. Et aussi le lac, le mer Caspien, a eu un niveau beaucoup plus haut. Et bien sûr, on a eu des glaciers jusqu'à ici. Et à cause de ça, probablement la communication ouest-est n'était pas facilement possible, sauf à partir de l'Iran ou quelque chose comme ça. Mais là, on a le problème avec les déserts et tout ça. À cause de ça, à mon avis, ce sont les périodes interglaciaires où on devrait chercher le temps de l'extension des Néandertaliens. Pour moi, vraiment, mes conclusions tentatives sont que les Néandertaliens ont probablement atteint l'Asie centrale pendant le stage isotopique 5E, mais les Denisoviens devraient déjà être là. Ils sont probablement plus anciens. C'est aussi quelque chose qui n'est pas publié, mais on a un don de la base du séquence de Denisova qui est un Denisovien. L'Asie centrale était probablement la périphérie du territoire des Néandertaliens et à mon avis, il y avait probablement une population très faible. Vraiment, tous les résultats génétiques et archéologiques montrent que c'est une population qui était vraiment à la limite. Et la chose plus intéressante de l'Asie centrale, et bien sûr, c'est que les Néandertaliens et les Denisoviens se sont rencontrés là et ils ont échangé des gènes. Et ça montre, à mon avis, que cette région est essentielle pour la compréhension qu'est-ce que se passait dans le Pléistocène supérieur entre les populations diverses des hommes archaïques et bien sûr les hommes modernes. Et je voudrais remercier tous les collègues que j'ai travaillé avec et bien sûr à vous pour votre attention et je donne mes apologies pour abuser la langue française tellement. Merci beaucoup. Merci Bensé pour cette remarquable présentation avec énormément d'informations. Moi-même, j'ai la chance d'aller dîner avec Bensé après cette conférence et je compte bien passer la soirée à lui poser des questions sur bien des points qu'il a soulevés. Il y en a un qui m'a fait lever l'oreille, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans une des dernières diapositives sur l'évolution, les fluctuations des tailles de population. On a parlé déjà, quand on a parlé de l'origine des Néandertaliens et comment ces goulots d'étranglement avaient pu jouer un rôle dans la dérive génique, dans la fixation de caractères. Il y a une chose qui est remarquable dans ces travaux qui sont en cours, c'est que vous savez, il y a une légende urbaine qui court, suivant laquelle les Néandertaliens ont disparu tout seuls, juste avant que les hommes modernes arrivent. Et ce qui nous absoudrait d'être responsables de leur disparition. Et en fait, eh bien, malheureusement, les archéologues, enfin certains d'entre eux, en tout cas quelques archéologues allemands que je connais, nous disent, en fait, pas du tout. Au stade isotopique 3, donc quand le drame va se passer, eh bien, c'est une période d'expansion des populations néandertaliennes. On a énormément de sites, on a énormément d'occupations, et donc ce n'est pas des populations qui sont en train de décliner. Et dans une des présentations, enfin dans une des diapositives de Bensé, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais après de passer par une taille de population effective absolument incroyable, de quelques centaines d'individus
quelque part, vous voyez, là, autour de 100 000 ans, quelque chose comme ça, ou un petit peu plus. On a donc peut-être, je ne sais pas, à la fin du stade isotopique 6 ou quelque chose comme ça, on a, à la fin, si je peux dire, des Néandertaliens européens, une vraie période de prospérité, si je peux dire, hein, avant le déclin final. Enfin, il y a des tas de sujets qui ont été abordés ce soir qui sont passionnants. Hein. Ce sont des travaux qui sont en cours. Je suis sûr que si on faisait notre duo l'année prochaine ou dans 2 ans, on vous raconterait certainement d'autres choses. Donc voilà, je ne veux pas abuser de la parole plus longtemps, mais si vous avez des questions sur les Denisoviens, les mystérieux Denisoviens et leurs interactions avec l'homme de Néandertal, c'est le moment.